Ouais. Est-ce que l'administration fiscale ou sociale a un droit de contrôle? Oui. Bon, bah là, en fait, il y en a plein qui vont paniquer à ce Non, mais moment-là. techniquement, se dire ah, j'ai une obligation, mais si je fais rien, il se passe rien. Mais rien n'empêche de dire que l'administration appelle allô l'URSSAF, on a quelqu'un à vous envoyer, allez le voir. Tes fameuses cotisations sociales, elles apparaissent déjà. TLMP, t'as des cotisations sociales. Ok? Boum, direct. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, c'est le sujet fiscalité. Car honnêtement, la fiscalité, c'est probablement le sujet sur lequel je reçois le plus de messages paniqués. Vraiment, des gens qui font 15 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont l'impression qu'ils vont finir en prison. Et à l'inverse, j'ai des personnes qui vont faire 120 000, 150 000, voire plus par an et qui ne se posent aucune question. Alors moi, ce que je constate clairement, c'est que la majorité des loueurs ne cherchent pas à tricher. Ils cherchent juste à bien faire. Mais ils avancent un peu dans le flou et je préfère le dire dès le départ. Ce sujet, je l'ai traité avec Maître Cos, avocat fiscaliste, puisque moi, je ne suis pas un fiscaliste et je ne suis pas un avocat. Alors à travers cet épisode, ce que je veux, moi, comprendre, c'est comprendre clairement ce qui est défendable et ce qui ne l'est pas. Et surtout, pourquoi? Parce que la fiscalité, en vrai, ce n'est pas forcément un frein. Ça peut être un super outil, mais comme dans tous les outils, mal utilisé, il peut couper. Alors pour préparer cet épisode, j'ai demandé à la communauté de m'envoyer toutes leurs questions sur la fiscalité. Et j'en ai reçu des tas. Et clairement, ce ne sont pas des questions de fraude. Ce sont des questions d'auditeurs qui veulent faire les choses proprement, mais qui prennent des décisions aujourd'hui sans trop mesurer les conséquences qu'il y a à 2-3 ans. Donc l'objectif de cet épisode est simple. Réduire les erreurs coûteuses, montrer qu'il y a de l'argent laissé sur la table et donner une lecture stratégique, pas juste juridique. Alors au moment où je fais cette introduction, on a déjà enregistré avec Maître Cos l'épisode. Et clairement, c'est une masterclass. 3h30 de contenu. Donc vu la densité du sujet, j'ai fait le choix de découper cet épisode en 2 parties publiques. La première partie pose les socles, statut, seuil, LMNP, LMP, cotisation, URSSAF, risque réel. La deuxième partie sera publiée la semaine prochaine et on y parlera de société, d'amortissement et de logique à long terme. Et pour ceux qui sont abonnés à l'espace privé du Triplex ou qui souhaitent s'y abonner, le lien est en description. La partie 2 est déjà disponible, mais surtout, vous avez accès à l'épisode bonus que l'on a fait 1h30 de contenu sur la rémunération du dirigeant, la fameuse taxe d'habitation, est-ce qu'on doit la payer en location courte durée ou non, la CFE et les cadeaux entre guillemets possibles pour les entreprises. Et ce troisième épisode, clairement, je le consacre à l'espace privé, donc n'hésitez pas à vous y abonner. L'abonnement est à 4,50 € le premier mois, puis 9 € les mois suivants, et chaque mois, un contenu exclusif pensé pour les loueurs en location courte durée. Alors je te laisse avec ce premier épisode et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toi Julien, Maître Bonjour Samy. Cos. Bonjour Samy. Alors là, ça va être un épisode masterclass parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes sur la fiscalité et surtout en location courte durée. Donc quand tu as vu le nombre de questions, tu m'as dit, mais Samy, t'as prévu d'enregistrer combien d'heures là? Alors, ces questions-là, elles m'ont été posées par la communauté. J'ai demandé ce qui les tracassait le plus aujourd'hui dans tout ce qui était fiscalité. Et j'ai recueilli un peu toutes les questions qui étaient d'actualité. Et on va commencer par la partie numéro 1, le LMNP vs LMP. Voilà. Alors, ce que ça change vraiment, c'est vrai que c'est un peu flou. On nous a mis du LMP là comme ça, mais en fait, j'avoue qu'il y a beaucoup en fait qui, si on ne s'est pas accompagné, on est un peu perdu. Et là, clairement, on va en parler avec cette première question sur les seuils. Je vais te dire clairement du coup la question qui m'a été posée. Je suis en LMNP et je dépasse les seuils. Qu'est-ce que je risque vraiment? Voilà. Est-ce que dépasser des seuils, aujourd'hui, c'est forcément grave? Alors, on va peut-être rappeler quels sont les seuils déjà. Ouais, déjà, exactement. Exactement. L'idée, c'est de parler un petit peu des seuils. Et le seuil, déjà, LMNP, LMP, d'accord? Voilà, Mais c'est même ça. avant de parler des seuils, la première chose à avoir en tête, c'est que passer LMP n'est pas forcément un problème, Mhm. d'accord? Ok. C'est-à-dire que
être LMNP ou être LMP, les deux situations, elles existent, elles coexistent. On peut être l'un ou l'autre, on peut passer de l'un et puis se retrouver en LMP, mais c'est pas en soi une mauvaise chose d'être LMP. Il faut pas voir ça comme Ok. la pire des choses qui puissent arriver. Ça va dépendre des situations. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est la première idée qu'il faut avoir en tête. Le LMP, c'est pas le diable. D'accord? D'accord, c'est pas le diable. Voilà. Sur les seuils, ce qu'il faut avoir en tête sur le LMNP, c'est que tu as 2 seuils. Avant, il y avait 3 conditions pour être LMNP, maintenant il y en a plus que Oui, 2. c'est ça. D'accord? Les 2 conditions que tu as. La première, c'est les recettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que tu réalises avec ton activité de location. Mhm. D'accord? Là, si tes recettes sont supérieures à 23 000 € hors taxe, je parle hors taxe parce que maintenant il peut y avoir de la TVA sur de la LCD, toujours pu en avoir, mais les conditions ont un peu changé. Mais dès que tu dépasses 23 000 €, tu as un premier point qui est validé. D'accord? Ok. Ok. Le deuxième point à valider, c'est un comparatif de tes recettes avec les revenus imposables professionnels que tu peux avoir à côté. D'accord. Donc, Les traitements et salaires, après ta traitements et déduction salaires. des frais professionnels, Ok. d'accord? Si tu es si t'es BIC professionnel ou micro-BIC, c'est-à-dire que si tu as une auto-entreprise par exemple, Mhm. là aussi, ça va rentrer, on va comparer à ces données-là. On va rentrer les bénéfices agricoles, on va rentrer les bénéfices non commerciaux également. Ok. C'est-à-dire que on compare tes recettes à tes autres revenus d'activité, pas l'ensemble de tes revenus du foyer fiscal. Donc les revenus fonciers, on n'en veut pas. Les revenus de capitaux mobiliers, c'est pas non plus dans l'équation. Ce qui compte uniquement, c'est tes revenus d'activité. Et l'idée, elle est assez Ok. simple. Je deviens professionnel si ma source de revenus principale, d'accord, mon Mhm. chiffre principal, mon business principal en termes d'activité pro, c'est la location meublée. Donc c'est ces deux curseurs que tu vas devoir surveiller. Et même si c'est les revenus du foyer ou juste tes Alors, revenus? oui, normalement, c'est au niveau des revenus du foyer. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est un a une LCD, l'autre a une LCD et chacun est C'est ça. LMNP. Le fait est quand même que l'administration, elle raisonne en termes de foyer fiscal. Ok. Et donc, alors on peut arriver à démontrer que les deux entreprises individuelles, parce qu'un LMNP ou un LMP, Mhm. c'est des entreprises individuelles, c'est des entreprises, d'accord? Ok. Une entreprise, c'est un business qui est réalisé par toi en nom propre, Ouais. d'accord? Quand on parle d'entreprise individuelle pour nous au niveau du droit. Mhm. Euh, Ce qui va se passer, c'est que on peut essayer de justifier en disant non, non, c'est deux business véritablement séparés, mais c'est très compliqué à justifier. D'accord. Donc normalement, la notion au niveau fiscal s'apprécie au regard du foyer fiscal. Au niveau social, on peut discuter parce que c'est un peu gênant dans la philosophie, parce on en dira un mot, mais le LMNP et le LMP, c'est des qualifications fiscales, mais surtout sociales, plus que Ouais. fiscales finalement. D'accord? Donc, c'est les deux, voilà. Mais c'est vraiment au niveau du foyer, normalement, que ça s'apprécie. Et par rapport à ça, du coup, par rapport donc à la location courte durée, moi j'avais entendu qu'il y avait un seul critère qui était les 23 000 euros. Est-ce que Alors, c'est pour le fiscal ou pour le social? là, c'est la vraie question des cotisations sociales. D'accord? Ok. Mais peut-être qu'il faut qu'on fasse déjà la différence entre Ouais. LMNP et LMP sur le fonctionnement Ouais. basique, d'accord? Carrément. Au niveau fiscal, j'entends. Au niveau fiscal, aujourd'hui, euh, la détermination de ta base imposable à l'impôt, c'est la même, d'accord? D'être LMNP et de passer en LMP ne va pas changer ta base d'imposition ou la manière de le calculer, d'accord? Ta base d'imposition, alors ça dépend si tu es au micro, c'est du forfait. Si tu es au réel, c'est-à-dire que tu déduis réellement tes charges, là, c'est un principe de réalité. On prend l'exemple du réel, d'accord? On préconise au plus. Généralement, c'est un peu plus intéressant. Produit moins les charges. Dans les charges, il y a l'amortissement du bien,
On verra un peu plus tard ce qu'il en est. Et à côté de ça, tu as également les charges de fonctionnement standard. Tu peux avoir aussi tes intérêts d'emprunt. Bref, toutes ces charges, tu vas les mettre en face de ton produit. D'accord? Et là, tu vas déterminer un revenu imposable dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux qui sera soit un bénéfice, soit un déficit. D'accord? Ok. Cette base de calcul, que tu sois LMNP ou LMP, la manière de calculer ne change pas. D'accord? Et de la même manière, si tu es au réel, ce bénéfice va partir dans ton avis d'imposition. D'accord? Déficit ou bénéfice. On va raisonner en termes de bénéfice. Donc, en termes d'impôt sur le revenu, tu as exactement le même traitement. C'est imposable au barème progressif d'impôt sur le revenu, donc aux différents taux qui sont propres au foyer fiscal. D'accord. Donc, il n'y a pas de différence technique, pour que ça soit clair, entre LMNP et LMP sur la partie fiscalité. Là où ça commence à changer, c'est que ça va changer des choses en matière de cotisation sociale et en matière de plus-value. Et donc, la question des cotisations sociales que tu avais, là, ça s'est vraiment complexifié. D'accord? Tu as plusieurs questions à te poser. Juste un mot. On parle de cotisation sociale par opposition aux prélèvements sociaux. C'est important de le dire. D'accord. Les prélèvements sociaux, c'est les fameux 17,2 que tu retrouves dans la flat tax, que tu retrouves sur les revenus fonciers et que tu retrouves normalement sur l'allocation meublée non professionnelle. Donc ça, c'est les CSG, CRDS, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. C'est tout groupe de taxes pour financement de la dette de sécurité sociale. En pratique, ça n'ouvre pas de droit, c'est un prélèvement. D'accord? Tu payes, mais ça ne crée rien. Par opposition aux cotisations sociales que tu vas avoir sur une rémunération, par exemple, ou sur une activité pro. Par exemple, tu es salarié, tu as des cotisations salariales et patronales qui sont payées à l'URSSAF. Et ces cotisations, elles ouvrent des droits. À la retraite, par exemple, à la maladie, etc. En termes de prévoyance, ça ouvre des droits. D'accord? Donc, cotisation, prélèvements sociaux, ça, c'est une notion importante. Donc, cotisation, je donne de l'argent et on est censé me rendre un truc en retour. Prélèvements sociaux, je donne de l'argent, il est acquis que je n'aurai rien en retour. C'est une contribution aux bonnes œuvres de l'État. Cadeau. Ok. Ce qui veut dire, une fois qu'on a dit ça, donc les cotisations sociales, c'est un des changements quand on passe LMP. Donc tu es LMNP fiscalement et socialement, parce que maintenant la notion elle est lourde. Et socialement. Voilà, c'était trop simple. Tu as de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ce que tu renvoies à l'État, tu ne le reverras jamais. Et il est acquis que tu ne le revois jamais. Il n'y a aucune promesse. D'accord? Ok. Donc, par exemple, 17,2 plus 11%, 30% plus 17,2, sachant que les prélèvements sociaux ont été augmentés. On est passé de 17,2 à 18,6. D'accord? Oui, là récemment, du coup, c'est ça. Alors, c'est plus tendu que ça. Le changement, il est intervenu au 1er janvier 2025, en fait, quand tu prends la loi de finances. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as pris l'année dernière est soumis à prélèvements sociaux à 18,6 et pas 17,2. Donc ça, prélèvements sociaux, cotisations sociales. Donc maintenant, je passe LMP et quand est-ce que j'ai des cotisations sociales? Première chose, j'ai des cotisations sociales quand je suis LMP fiscalement, je suis aussi LMP socialement. J'ai de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Ok? Ces cotisations sociales, tu as une option, soit opter pour le régime général, versé à l'URSSAF, soit dire je veux être travailleur non salarié et donner des cotisations qu'on appelle sécurité sociale des indépendants, tu les donnes quand même à l'URSSAF, et elles sont entre 35 et 45%. Je dis pourquoi entre 35 et 45? C'est pas que ça dépend du sens du vent, c'est que plus tu payes, plus le pourcentage diminue. En fait, ça se capte au bout d'un moment. Ok? Donc, tes fameuses cotisations sociales, elles apparaissent déjà, TLMP, tu as des cotisations sociales. Ok? Boum, direct. Voilà. Et ensuite, il y a la question de savoir si je fais de la LCD. La majorité de nos auditeurs vont faire de la LCD. Là. Et tu dépasses les 23 000 euros. Là, à ce moment-là, depuis maintenant 2 ans,
tu rentres dans ce qu'on appelle le LMP social. Et donc, tu dois déclencher normalement des cotisations sociales. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est 23 000 euros de courte durée ou est-ce que c'est 23 000 euros avec de la courte durée à l'intérieur? Et ça, c'est pas tranché encore? Alors ça, la dernière fois que j'ai fait le point en termes de sujets sur l'URSSAF, tu as deux positions en fait au niveau des URSSAF. Tu as des URSSAF, ils te disent tu as 1 euro de LCD, ça met le bazar, et tu en as d'autres qui te disent bah non, c'est 23 000 de LCD. C'est là où c'est pas très heureux et pas très clair. On a quand même tendance à considérer de manière globale qu'on va essayer de coller par adéquation là-dessus avec ce qui se passe on va souvent dire que si la LCD elle est noyée dans du longue durée, ça peut aller. On va dire que là, c'est full. Mais par contre, si tu es full LCD et que tu commences à chatouiller les 23 000 euros, faut vraiment se poser la question, ouais. Et ça va très très vite parce qu'en plus, on n'a qu'un critère, du coup, c'est les 23 000 euros. Il y a Ouais. plus là. Puis que dans ce cas-là, tes deux biens en location courte durée, ça peut aller vite, hein. Deux biens en location courte durée, ça peut vite le faire. Et on parle pas de bénéfices, on parle bien de chiffre d'affaires en plus. On parle de chiffre d'affaires, on n'est pas en train de raisonner en termes de bénéfices. Ça va très vite en location Alors courte durée. après, faut regarder, on parle de cotisation, oh là là, j'ai des cotisations. On retombe sur la question, est-ce que c'est dramatique? J'ai pas la réponse. Tant que j'ai pas regardé le dossier, je peux pas te le dire. Mais je vais t'expliquer les raisonnements qu'on peut avoir, par contre. Pour un salarié, en fait, d'avoir des cotisations sociales, ça va pas lui servir. Par contre, ça va être un peu embêtant. Ça va être un peu embêtant parce que tu vas cotiser un peu dans le vide. Je suis d'accord avec toi. Mais repartons du principe. Tes cotisations sociales ne sont pas assises sur le chiffre d'affaires. Elles sont comme sur ton impôt, assises sur le bénéfice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que ton résultat tend vers zéro, ta base de cotisation est faible. Alors par contre, si tu as un forfait, si tu as quand même un forfait qui apparaît, qui est 1 200 euros, qui en gros concerne les gens qui vont payer en dessous de 3 000, 4 000 euros, qui ont entre moins de 3 000, 4 000 euros de bénéfices. D'accord? Donc tu dépasses le 23 000 euros, tu as 1 200 euros quand même à payer. Chaque année qui tombe. D'accord? Voilà, donc ça, voilà. Mais c'est une charge de 1 200 euros. Alors, c'est une somme. Par contre, faut se poser la question de ce que ça déclenche sur le passage complet en LMP. Tu vois? Et ça, on va en dire un mot sur la plus-value. Mais effectivement, donc, en soi, comme intrinsèquement, quand tu fais des calculs, quand tu fais de la LCD ou de la location meublée en général, tu as l'amortissement, d'accord, du bien. L'amortissement du bien, c'est sa dégradation comptable, d'accord, qui vient impacter le résultat. Sans trahir les questions que tu m'as posées. Il y a des questions sur l'amortissement, sur la partie. Mais ça veut dire qu'en pratique, plus tu vas te rapprocher de zéro, plus ton coût de cotisation va être faible. Ce qui veut dire aussi, donc si t'es salarié par ailleurs, bah oui, c'est embêtant d'avoir quelque chose qui génère des cotisations. Par contre, si elles sont modérées, le dommage est limité. Ouais. Et deuxièmement, si tu n'es pas salarié ou que tu n'as pas d'autres activités par ailleurs, ou si par ailleurs tu es, imaginons, on va pas parler de l'auto-entrepreneur, mais entrepreneur individuel, parce que ça c'est un des sujets, aussi des conséquences du passage à LMP. Bah, si tu donnes des cotisations sociales déjà par ailleurs, tu t'en fiches. C'est ça. Tu n'auras pas la cotisation minimum, tu auras juste un peu plus de cotisation qui, par définition, sauf à avoir vraiment une grosse performance, c'est gênant. Et si tu n'as pas d'activité salariée ou que ta seule activité, c'est le LMP, bah, tu as un régime social. Et personnellement, j'aurais tendance à dire, quand on fait les comparatifs de coûts, parce que les cotisations, elles sont déductibles du résultat de l'entreprise, du LMP, bah, quand tu fais le comparatif des deux, tu te rends compte d'un truc assez rapide, c'est que finalement, même si tu as 35% de cotisation ou 40% de cotisation, d'accord? Si tu es imposable dans la tranche à 30, tu en récupères 30%, donc ça te fait 12% moins de cotisation, 28% de cotisation en moyenne. Tu vas finalement avoir un régime social et un régime de prévoyance, d'accord? Il faut toujours mieux en avoir un. Mais en pratique, si je te dis, tu me donnes 25% ou 30% de ce que tu gagnes, d'accord? Et je te fais la promesse que je te rendrai peut-être quelque chose, les conditions exactes, elles risquent d'évoluer. C'est le contrat que tu passes avec l'État sur la retraite, hein, d'accord? Mais tu as au moins une promesse d'avoir un petit quelque chose, de dire qu'on n'aura jamais rien. Je suis pas sûr, qu'on met de moins en moins,
probable, mais en tout cas, tu vas avoir un retour de ce que tu m'as donné. Un petit peu. On verra Hein? ce qu'on T'as la aura, promesse d'un mais retour et tu risques d'avoir un petit peu. D'accord? Voilà, on va être pragmatique. On peut parler d'écroulement, mais je suis pas sûr qu'à un moment donné, le système de retraite généralisé qu'on a disparaisse, évolue, qui est de moins en moins acté ou probable. Par contre, que ça disparaisse totalement, ça pose des c'est questions de changement de société. Et même dans des bah oui, pays qui sont beaucoup plus libéraux que les nôtres, t'as toujours un foyer, un petit fond t'as toujours un basique, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc, tu me donnes 25-30%. Je te fais la promesse 30%. de 30, peut-être quelque chose, mais je sais pas exactement combien, un jour. Mmh. Tu me donnes 30% et je te fais la promesse de rien prendre. Tu préfères quelle solution? Bon, la première. Bah voilà. Donc, Ah, bien sûr. techniquement, faut aussi être un peu pragmatique. Non, le LMP est vraiment gênant quand tu as une autre activité qui te permet de couvrir cette question-là, tu vois. Après, Dans c'est les, vrai que dans ouais, les conséquences qui sont un peu gênantes dans le LMP, mis à part les cotisations, tu vas avoir un autre sujet, c'est au regard des aides de retour à l'emploi. ah oui, C'est dès lors que tu es en LMP, d'accord, et que tu es à l'ARE, c'est ce qu'on appelle une activité conservée. C'est une activité dont oui. le bénéfice va être regardé par Pôle emploi pour savoir s'il donne l'intégralité de ton ARE. OK. Alors, là encore, on raisonne par rapport au bénéfice. Mais par contre, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et quand tu prends la réglementation Unédic, la dernière, qui doit dater Mmh. de mars-avril de l'année dernière, ça a été modifié pas mal de choses, hein, on en a beaucoup entendu parler. Là-dessus, il est clairement écrit dans la circulaire Unédic que l'allocation meublée, c'est une activité conservée et que, par conséquent, ça vient en réduction de tes droits. Alors, t'as pas une perte de tes droits, t'as un report de tes droits. Mais, C'est OK, report. ça a un effet, tu vois. Mmh. Donc, Mais c'est un truc parfois à gérer, tu vois. il faut en fait, si tu veux, quitter ton travail et cetera pour, lancer ton activité ou voilà, ben, en fait, il faut quand même se renseigner auprès Mais d'un professionnel pour, ouais, mais en pas fait, faire de de bêtises, manière quoi. globale, il faut pas regarder. Tu vois, c'est comme en voiture. Moi, alors, je suis vieux, hein, je suis plus vieux que toi, mais quand on me prenait Il à a au conduire à moins 60 l'auto-école, ans, hein. on m'expliquait qu'il fallait pas regarder devant le capot, il fallait regarder plus loin. Mmh mh. Et en fait, si tu veux, quand tu fais un choix et quand tu mets en place une organisation, faut toujours réfléchir au coup d'après. Et pas réfléchir au coup d'après de manière alors, c'est difficile hein, de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais il y a quand même des choses qui sont probables et improbables, par définition. Exactement. Tu vois? Donc, j'ai tendance à dire, faut toujours regarder un peu loin en essayant d'anticiper les blagues. Et le problème, c'est qu'on a parfois des gens qui sont mis à empiler du bien, sur des conseils très bienveillants, en disant, ouais, c'est génial, le LMBP, vas-y, fonce. Vas-y. Ouais, et là, on nous le rabote pas mal, hein. Ouais, mais alors, et encore, Ça on y sera un autre viendra débat, peut-être un ça. peu, mais en gros, la question, c'est de dire, OK, prenons du recul et soyons toujours dans l'anticipation. Quand moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, ouais, mais alors, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, le mec est ou la fille est en train de me parler de ce qui va se passer sur les 30 prochaines années. Je sais pas ce que je vais manger ce week-end, comment il fait pour savoir ce qui va se passer dans 30 ans? Mais c'est sûr, et Tu puis ça vois, change il tout y le a peu de temps. variables. Et du coup, moi, là-dessus, je questionne toujours les gens sur leur business, ce qu'ils vont faire, Mmh. la question de leurs objectifs, court, moyen terme. Au-delà de 5 ans, ça devient un peu compliqué. Ouais. J'essaye d'intégrer les probabilités et je leur dis, voilà, il y a des probabilités qui sont celles-ci, celles-ci, celles-ci. Mmh. Voilà. Par rapport à ce qui se passe, hein, de manière globale. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, les gens conservent pas les immeubles 30 ans, qu'ils les éclusent au bout de 10 ans et que c'est probablement une bonne idée de le dégager au bout de 10 ans aussi. Tu vois, en termes d'arbitrage, c'est des notions qui sont pas forcément, mais, et de dire, ben voilà. Et dernier point, la fiscalité à date. Mais c'est toujours les 3 points qu'il faut utiliser dans ton raisonnement. Faut Si tu toujours regarder commences à ça. te focaliser sur la fiscalité à court terme, c'est de la merde. Ouais, C'est pas une bonne logique. Non. c'est clair. C'est qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et à quelle date, tu vois? Voilà. OK. Par rapport à tout ce qui est LMNP, LMP,
Est-ce que j'ai une question qui m'est revenue, c'est ça se fait automatiquement ou Alors, comment? techniquement, tu es censé lever le doigt. C'est toi qui dois lever le doigt. Ouais, t'es censé te rapprocher du SSI pour faire ton option entre le régime général et le SSI. Donc, Et t'es censé ok, dire, bah voilà, moi je veux payer ça. ok, donc Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? voilà, si on le fait pas, en fait, est-ce qu'on peut être, requalifié a posteriori? Enfin, comment ça se passe, quoi? La réponse, elle est évidente, elle est oui. Ouais. Est-ce que l'administration fiscale ou sociale a un droit de contrôle? Oui. Bon, bah là, en fait, il y en a plein qui vont paniquer à ce Non, mais moment-là. techniquement, se dire, ah, j'ai une obligation, mais si je fais rien, il se passe rien. Ouais. Sérieusement? Bah non, Allô? bien sûr. En fait, c'est très simplement, ta voiture dépasse les 130 km/h. Sur l'autoroute, c'est limité à 130. D'accord? Si tu dépasses les 130, ta voiture, elle explose pas. Ouais, ouais, bien sûr. Il n'y a pas un truc, un coupeur de système qui arrête ta bagnole et qui t'es pas limité à 130. Donc tu peux les dépasser. Par contre, il est évident que s'il y a quelqu'un qui te voit, alors tu as la marge Ah bah d'erreur, ouais, hein. Mais si tu es à 150, si quelqu'un te voit, personne ne te verra peut-être jamais, hein. c'est Mais ça. si on te voit, t'es Voilà. attrapé. Et qu'est-ce qui va déclencher ce genre de choses, en fait, des contrôles en étant rapide, mais c'est des incohérences, On est aujourd'hui dans un système où on donne les éléments à l'administration avec les déclarations. ouais. On est sur une logique aujourd'hui d'automatisation des contrôles. Hmm. Donc, partant de là, dès lors que la donnée remonte, je regarde un avis d'impôt, je sais si la personne, elle est LMNP ou LMP. Je sais pas, par contre, s'il y a de la courte durée à l'intérieur ou pas. Mais par contre, en regardant ton avis, je le vois. Tu Donc, vois. l'administration fiscale, elle n'a pas d'enjeu en soi pour elle véritablement. Encore une fois, sur l'impôt à court terme, elle n'a pas d'enjeu. Elle pourrait te le mettre dans le nez au moment de la vente d'un immeuble, l'administration. Mais Ouais. rien n'empêche de dire que l'administration appelle Allô, l'URSSAF, on a quelqu'un à vous envoyer, allez le voir. Voilà, ça potentiellement, ça se voit en fait. Il n'y a rien qui Ouais. déclenche un contrôle de manière précise. Alors si, il y a des choses, il y a des différences de train de vie, il y a des choses comme ça. Mais là, sur ça, l'info, elle est donnée en fait. C'est un petit voyant qui s'allume et puis, enfin, je sais pas comment Techniquement, ça se il passe suffit que techniquement, quelqu'un le mais regarde. Un LMP, ouais, il ouais. suffit que quelqu'un regarde le dossier, que la personne dise ah bah lui il est LMP, on appelle l'URSSAF. Bah oui. La seule chose qui te protège, c'est que personne ne regarde et qu'il n'y ait pas transmission automatique. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de transmission automatique. Il n'y a pas un voyant qui s'allume quand tu Ok. as envoyé ta déclaration d'impôt en disant Mhm. Toc, toc. oula, lui il est LMP. Ouais. Hop, on donne l'info au copain. Non, ça tu l'as pas. C'est vraiment du contrôle humain entre guillemets. En tout, On ouvre ton dossier, on en regarde. tout cas, il n'y a pas de transmission automatique. Mais demain, s'ils ont envie de le faire, c'est Ouais. facile. Et puis ça viendra, je pense. Enfin, techniquement, suffit d'avoir ton algo qui détecte le Ah problème bah oui. et une transmission automatique à l'URSSAF. Mm. C'est loin d'être compliqué, hein, si demain je veux Ah oui. récupérer des cotisations minimum, hein. Quand l'IA va mettre de l'IA, quand l'État va mettre de l'IA à l'intérieur, Il y en a déjà. Donc c'est ouais. pour ça, techniquement, prendre le pari qu'on se fera pas attraper, voilà, c'est un pari. Mm. Autant se mettre dans les règles de suite, quoi. Enfin, dès que vous savez que vous allez dépasser ou que vous avez dépassé, faites le nécessaire. Je peux pas dire le contraire. Vous êtes censé vous mettre en règle. Après, si vous le mettez pas, sachez que ben on vous tombera dessus. C'est C'est ça. tout. Tu vois, il y a un auditeur qui me disait qu'en fait, qu'il faisait 125 000 euros, lui, de chiffre d'affaires annuel, hors courte durée. Et il m'a pas dit s'il en faisait aussi, donc en LMP et en nom propre et sans société. Et il me disait, bah, en fait, est-ce que je crains quelque chose et tout? Mais là, ce que tu viens de dire, c'est que il faut voir peut-être aussi ses salaires. Si ses Ouais, salaires c'est ça. sont, Si la personne a plus de 125 000 euros de revenus de TS, il n'y a pas de sujet. Sur la partie, en tout cas, LMP fiscale et LMP sociale, sauf s'il y a de la courte durée à l'intérieur. Mais en soi, c'est pour ça, tu peux pas dire. Par contre, là, plus tu montes, plus le voyage il est intéressant pour l'administration fiscale. bah oui, c'est sûr. Donc, Donc, tu vois, le sujet du LMNP et du LMP, il est intéressant là-dessus. C'est-à-dire de penser, soyons pragmatiques, de penser que je peux faire un truc. Mais c'est ça, voilà, c'est vraiment de dire,
prenons le pari. Si je roule tout le temps à 150 sur l'autoroute, est-ce qu'il y a des chances pour que je me fasse attraper? Après, pour tout ça, en fait, t'es censé te faire accompagner par au moins un comptable pour faire du LMNP ou même du LMP. Et ce que je remarque aussi assez régulièrement, par mon cas et puis aussi par les auditeurs, c'est que le comptable, en fait, n'alerte pas sur tout ça, ou très peu. Donc, Normalement, il est censé, mais voilà. mais dans les faits, en fait, bah moi c'est pour ça aussi que je suis passé chez toi, hein, pour toute ma partie fiscalité, parce que les comptables, en général, j'en ai fait plusieurs. Et en fait, ils font la comptabilité et ils t'alertent pas sur le fait que, ah, là, vous allez passer en LMP, il faudra peut-être faire les changements, etc. Jamais. Après, là-dessus, sur les conseils, il faut être exigeant. Techniquement, la question est la suivante. C'est qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que j'achète de la formalité, une déclaration qui est envoyée à l'administration fiscale, ou est-ce que Mmh. j'achète du conseil? Ouais, donc ça, il faut faire attention à sa lettre de mission. Du coup, quand tu signes ta lettre Ouais, et de puis mission auprès même, du comptable, je suis désolé, quand j'achète acheter de la formalité, ça vaut pas grand-chose. oui. Enfin, ou c'est comme quand je crée une société. Ok, j'ai créé une société, j'ai payé pas cher pour créer la société. Félicitations, t'as créé une Mmh. société. Ouais, t'as payé pour une formalité. Mmh. T'as payé pour une formalité. C'est Point. ça. Parce que tous les machins, les Gastark, machin, etc., tu payes pour des formalités, tu payes pas pour du conseil, ils ont pas le droit d'en faire. Donc, partant de là, t'as acheté du papier noirci. Mmh. Ok, ça vaut 400 balles ou 300 balles, bah super. Mais t'as acheté une format. Mmh. Et à ce prix-là, t'achètes une format. Point. Et ouais. Il faut avoir conscience de ce qu'on achète. Là, si tu veux, j'ai envie de te dire, je vais pas que charger les conseils, je vais peut-être, enfin, ceux qui se présentent comme conseils, je vais aussi charger un petit peu euh, les personnes. Je trouve qu'il est extrêmement facile de reporter la charge en disant, ouais, j'ai acheté un truc, je pensais que c'était tout fait et je me donne 3 francs 6 sous. Quand tu vas au McDo, t'as l'impression que tu vas bouffer du gastro ou pas? C'est vrai. Ben, moi, quand je vais chercher mon kebab, je m'attends pas à un gastro, hein. Il est très bon, il fait le job. Et je mange, et je l'apprécie pour ce qu'il est. Je sais ce que j'ai acheté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire, donc, il y a quelqu'un qui va faire du conseil, qui va s'intéresser sur mon dossier, qui va passer 1 heure, etc., sur mon dossier à le regarder, ça coûte 3 francs 6 sous. Sérieusement? Mmh. Enfin, soyons pragmatiques. Si demain, t'achètes un t-shirt à 5 balles, tu t'attends à ce que ça soit de la qualité? Bah non, bien sûr que non. Donc, à un moment donné, alors, j'entends, hein, t'as la capacité, est-ce que je peux pas, machin, etc. Ça, c'est les questions de coût. Par contre, tu sais que t'achètes pas cher, tu sais ce que tu achètes. Que tu Voilà. puisses pas acheter mieux, j'ai pas de sujet. Par contre, à un moment donné, va falloir arrêter de dédouaner les gens, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien tout entendre, hein, mais par contre, là où j'ai la dent dure, c'est quand tu payes un service au tarif d'un service identique, et là, tu es censé avoir du conseil. Mais là, c'est à toi aussi, tu as le droit d'être exigeant avec ce qu'on te fait. Voilà, de demander, parce que ça Ouais, peut avoir bien être sûr. lourd de conséquences. Il faut que tu te demandes. Et moi, en ce moment, j'ai changé de comptable, du coup, enfin, dans le même cabinet, mais j'ai changé de comptable, la personne. Bah, la première comptable que j'avais m'envoyait des reportings régulièrement et là, en fait, j'ai des cotisations, enfin des trucs qui se prélèvent et je sais même pas de pourquoi ça se prélève et je sais pas. Donc là, je vais lui dire, bah, attendez, prévenez-moi pourquoi ça se prélève et c'est quoi en fait. Si tu payes quelqu'un, tu as le droit d'être exigeant. Après, il Bah faut bien savoir sûr, ce que tu payes et est-ce que ton service est à la mesure de ce que tu payes, tu vois. c'est sûr. Mais bien évidemment, il faut être exigeant. Ça, c'est une réalité. Donc, si Mmh. tu veux, là-dessus, je serais moins, on va dire, extrême que toi, à dire, OK, c'est la faute des conseils en place. Non, non. Je pense aussi que tu as aussi une responsabilité individuelle. Mmh. Mais après, Ouais. c'est comme tout, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, et on fait avec ce qu'on peut. Mais voilà. Et après, de toute façon, l'info, tu peux aussi prendre le temps de la trouver, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois aussi, en tant que chef d'entreprise, te poser quelques questionnements et être responsable. D'ailleurs, t'as des sites ou peut-être des références qu'on pourrait consulter pour des changements comme ça, des actualités un peu fiscales. Tu as des sites d'infos qui existent, alors après, ils sont souvent professionnels, ils sont un peu complexes, mais tu as quand même des trucs qui sont pas mal faits, si tu vois, sur impôts.gouv ou service public, tu Mhm. vois, tu as quand même des infos qui remontent assez souvent.
Moi, ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est dès que vous voyez passer un truc sur un réseau, fact-checker, s'il vous plaît. Ouais. C'est-à-dire que tu entends un truc, te fais pas peur avec ce que tu viens d'entendre, tu prends ton téléphone, tu googles, t'es critique. Parce que les dingueries, On va en parler tout à l'heure, mais par rapport au statut LMNP où ça a changé tous les 4 matins oh, mais il et n'y a que pas que ça, hein, il y a tous les domaines. Hein. loi Le Meur, etc. Bon, ça, Ouais, ouais, ouais. je l'ai enlevé de notre interview parce que ça, sinon on allait encore faire 2 heures de plus. Mais euh, tu me disais deux phrases, hein, mais tu me disais tout à l'heure en fait que même la loi Le Meur, au final, aujourd'hui, c'est parti au Conseil constitutionnel, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui est parti, en fait, la question qui a été posée, en fait, en droit français, il y a un contrôle dit de constitutionnalité. C'est-à-dire que quand on vote un texte, normalement, les parlementaires peuvent soumettre le texte au Conseil constitutionnel. Mmh. Aujourd'hui, c'est automatique. D'accord? Et le Conseil constitutionnel dit, alors c'est automatique, non, pas la dernière loi de finances, ils sont tous mis d'accord pour pas la passer parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème. Ça pose une question intellectuellement qui me gêne, mais généralement, le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer. On lui dit, bah, écoutez, au Ouais. regard de ce qu'est la Constitution française, au regard de ce que sont nos grands principes du droit, est-ce que ce qui a été fait, décidé par le législateur, est bon? C'est le concept de l'état de droit, hein. C'est-à-dire que la Constitution, elle est au-dessus. Ouais. Si la Constitution t'embête, tu la changes. D'accord? Ça aussi, c'est un vrai sujet actuellement. Le droit, tout le monde s'en fout un peu parce que ça a l'air d'être trop compliqué et les envies des uns et des autres nous motivent à prendre le pas sur l'état de droit. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais donc on pose la question, est-ce que c'est conforme? Et le Conseil constitutionnel te dit oui ou non. Il dit oui, c'est conforme, non, à réserve d'interprétation, il faut interpréter. Voilà. Donc il y a un vrai rôle du Conseil constitutionnel sur le sujet. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce texte, il a été soumis, hein, la loi Le Maire a été soumise, mais il y a des questions qui n'ont pas été posées, où le Conseil constitutionnel ne s'est pas emparé forcément de certaines questions. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout redevable, dans le cadre d'un contentieux, peut dire au juge, moi, il y a quand même un truc dans le texte que vous voulez appliquer dans le dossier qui me pose un problème. Et donc, je demande à ce que il y ait une question qui soit posée au Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Mmh. Et donc, le premier juge dit, si tu as plusieurs degrés de juridiction en France, mais en gros, ça remonte d'échelle en échelle, à chaque fois, ils disent, est-ce que la question, elle est bonne ou pas? Et donc, tu arrives à un moment donné, Conseil d'État ou Cour de cassation, qui sont les plus hautes juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, là, c'est Mmh. de mémoire la Cour de casse, oui, c'est la Cour de Ouais. casse qui a pris la décision, et on lui a dit, ben voilà la question, on a un sérieux problème dans la loi Le Meur par rapport au fait que les copros peuvent voter à la majorité l'interdiction de la courte durée. Et la Cour de cassation a dit, eh ben voilà une question qui est bonne. Je renvoie au Conseil constitutionnel. Et ils ont envoyé ça, je crois, le 18 décembre au Conseil constitutionnel. Okay. Et le Conseil constitutionnel, on attend sa réponse. Donc, du coup, pour le Peut-être moment, en que fait... toutes les copros qui ont interdit la Ouais, voilà, c'est LCD, ça. Ouais, ouais. Vont se faire... on ne sait pas. Mais en tout cas, la Cour de cassation a dit la question, elle est intéressante, elle mérite d'être posée. C'est pas préjuger du sens de la décision, c'est dire là il y a un sujet, la question n'est pas saugrenue, je la fais monter à l'étage supérieur. Donc, ça veut dire au final que ça bloque cette loi ou non, ou pour elle est l'instant, il toujours... n'y a aucun effet. Après, si le Conseil constitutionnel dit répond positivement, la mesure qui pose problème sera considérée comme inconstitutionnelle. Donc, on ne pourra plus utiliser ça pour changer la loi Le Meur, il retombera sur les règles basiques de changement des règlements de copropriété. C'était beaucoup plus lourd. Ouais. Ok, ça marche. Mais ça ferait l'objet d'un épisode entier, donc ça, voilà. Bien sûr. Et Non, mais voilà. ouais, Tu peux te poser plein de questions. ouais, c'est clair. Par rapport à cette, du coup, à cette première partie LMP, LMNP, je pense qu'on a fait le tour. J'avais une autre question sur la rémunération du dirigeant, mais ça, je pense que je vais la garder pour l'espace privé. Tu vois, voilà, c'est un truc qui pourrait être intéressant. Moi, j'ai pris le rythme de tes questions, la logique. Ouais, est plutôt bonne. ça. Donc, si tu veux, je pense que le vrai point d'ouverture, là, c'est le LMNP et le LMP. Ouais. Une question que j'ai pas abordée, c'est les plus-values.
Et ouais, et ben, tu vois, c'est exactement là où je veux aller. Sur la partie numéro 2, sur l'amortissement, déficit, revente, etc. Tu disais tout à l'heure que la fiscalité, en fait, il fallait quand même la préparer. Et en fait, il fallait quand même aller voir au moins à moyen terme, c'est ça. Bon, à long terme, c'est compliqué puisque ça change tout le temps, mais au moins à moyen terme, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont empilé, comme tu l'as dit, du bien en LMNP qui aujourd'hui sont bloqués, en fait. Ils sont font Alors, avoir par bloqué. pas Il y mal a de des choses. conséquences qu'ils n'avaient pas Il y a, mesurées au début. voilà, exactement. Euh, et donc du coup, par rapport à ça, la question numéro 1 qui m'a été posée sur l'amortissement, bien entendu. Euh, Ça, donc ça a été un des gros changements. voilà, c'est ça. Peut-être, Aujourd'hui, dis-moi. non, non, vas-y, Non, aujourd'hui. non, vas-y, fais-moi une petite introduction sur l'amortissement pour que peut-être que tout le monde déjà puisse Déjà, qu'est-ce comprendre que ce que c'est ça veut dire. l'amortissement? Et voilà, c'est ça. Alors là, répondre à la question de l'amortissement, ça suppose la question de définir ce qui est une immobilisation. Ouais. Et définir ce qui est une immobilisation suppose de déterminer le sens de la vie. Non, je plaisante. En pratique, qu'est-ce qu'une immobilisation? D'accord? En comptabilité et en fiscalité, on distingue les IMO et les charges. Une charge, c'est très simple. J'achète quelque chose, son utilisation entraîne sa consommation. Tout simplement, j'achète du papier pour mettre dans l'imprimante, c'est une charge. Ok. D'accord? Je paye de l'électricité, bah, au moment où j'ai allumé la lumière, je la consomme. Donc, c'est une Voilà, charge. c'est une charge. L'eau, etc. Donc, ça, c'est des charges. Tout ce qui se consomme immédiatement pour l'exploitation, c'est une charge. Maintenant, qu'est-ce qu'est une immobilisation? Une immobilisation, Par rapport aux charges, du coup, rapidement, ce que j'ai entendu parler, c'était si c'était inférieur à 500 euros, ça passait comme une charge. Est-ce que c'est vrai? alors, mais c'est quand même une IMO. Et on va y venir. Ça D'accord, suppose. ok. Donc, une IMO, c'est quoi? Une IMO, c'est un bien que tu vas utiliser dans la durée pour ton exploitation. Alors la Mhm. définition comptable, elle est un peu différente, mais je résume de cette manière-là. C'est quelque chose, quand tu l'utilises, ça disparaît pas. Ok. Tu achètes ton immeuble que tu vas louer, c'est une immobilisation, ton immeuble. D'accord? Pourquoi? Parce que la mise en location n'entraîne pas forcément la fin de l'utilisation, la disparition du bien. Ton immeuble, tu l'as acheté, tu vas l'exploiter pendant autant de temps que tu seras propriétaire. D'accord? T'achètes un ordinateur, le jour où tu l'allumes, il prend pas feu. Faut espérer. Ouais, c'est clair. Et ainsi de suite. Donc une immobilisation, c'est quelque chose que tu achètes une année et que tu vas conserver sur plusieurs années. En termes de trésorerie, tu donnes l'argent au moment où tu l'achètes. Ouais. D'accord? Tu achètes ton ordinateur, tu payes 2000 balles parce que tu as acheté un Apple. Boum. Voilà, Minimum. voilà, tu as sorti tes 2000 balles. Par contre, en comptabilité, je vais pas mettre une charge de moins 2000. Ton ordinateur, tu vas l'utiliser sur plusieurs années. C'est ce Mm. qu'on appelle l'amortissement. Et là, donc, on va passer une charge comptable Mhm. qui est l'amortissement. L'IMO n'est Ok. pas une charge, mais il y a un amortissement qui est une charge comptablement. L'amortissement, c'est je vais saucissonner le bien en fonction de sa Ok. durée d'utilisation et chaque année, je vais passer une partie. D'accord? Et En c'est charge. exactement. Donc, si ton ordinateur, tu l'as payé 2000 euros, il est amortissable. Alors, il y a des durées d'amortissement, mais on va dire 5 ans. Mhm. D'accord? Ça veut dire que tu as le droit de déduire chaque année, pour chaque année pleine d'exploitation. D'accord? Tu as le droit de déduire 1/5 de la valeur de l'achat de ton ordinateur. Donc, 4 Ok. euros sur Ok. chaque année pleine. Ce qui veut dire que si tu achètes au mois de juin, bah, tu as le droit que de passer 200 euros sur ton exercice. Tu pourras passer Ok. 400. Et en fait, les 200 qui restent au bout d'un moment, ils se Mhm. retrouveront sur le dernier exercice, sur les 6 derniers mois. Ok. D'accord? Et ça, tu peux le choisir, l'amortissement, par exemple, pour un ordinateur, tu peux choisir la durée de l'amortissement ou Tu as pas? des durées d'amortissement qui dépendent, qui sont des durées d'usage, qui sont définies qui sont définies. Donc, tu peux pas faire D'accord. tout et n'importe quoi. Tu as des max et tu as des minimums. Et on va y Mhm. venir sur les bâtiments parce que c'est intéressant. Mais Bah oui, donc, oui. du coup, donc, ton IMO, c'est ça. D'accord? Donc, Mhm. pas d'effet total sur le résultat, un effet sur la durée. OK? Ok. Ok. La deuxième idée, ce que tu disais sur les 500 euros. Si une IMO fait moins de 500 euros, je peux la passer en charge, c'est-à-dire la déduire totalement sur une année.
Mais ça reste une IMO. Et c'est une exception. Et une fois que tu as décidé de faire ça, ça s'appliquera toujours. Tout le temps. Ouais. Tu peux pas dire cette année c'est bon, cette année c'est pas bon, celle-ci oui. Non. Tu as décidé une fois, c'est comme ça. Ah oui, Bon. d'accord. Ouais. Ouais. Donc, tu te mets quand même un fil à la patte. Donc ça, c'est la question de l'amortissement. D'accord? Maintenant, la question, est-ce que je suis libre sur mes durées d'amortissement? Ça dépend des biens. D'accord? D'accord. Quand je prends un immeuble, j'achète un immeuble. D'accord? Ton immeuble, tu vas le payer, allez, on va dire 100 000 euros. D'accord? Tu vas l'amortir par composant, parce que tout dans ton immeuble ne va pas se dégrader à la même vitesse. La durée d'amortissement, c'est lié à la dégradation du bien. On sait que quand on achète un immeuble, on aura des travaux à faire sur la durée. D'accord? Et tu es d'accord que tu fais pas des travaux tous les 3 matins sur le gros œuvre. Alors quand on parle de immeuble pour la communauté, c'est immeuble, c'est dans le sens immobilier, hein, c'est pas Oui, forcément c'est un un bien immeuble de immobilier. plusieurs biens, c'est un bien immobilier, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a immeuble et terrain, c'est ça, hein, non? Alors, c'est tout des immeubles. Ouais, Le terrain, c'est un immeuble. ok. Mais quand je parle d'immobilier, d'immeuble, c'est un bien immobilier, un Voilà, c'est appartement, ça. une maison, un terrain. Voilà. Donc, ok. Ouais. Quand tu as un bien immobilier, quand tu achètes ton bien immobilier et que tu vas chez le notaire, tu as 100 000 euros. C'est tout. D'accord? Or, comme je l'ai expliqué, tout s'amortit pas à la même vitesse parce que tout s'habille pas à la même vitesse. Ok. Donc, on te dit, tu amortis par composant. C'est-à-dire que tu vas décomposer ton bien. Ok? C'est pas 100 000 euros que je vais étaler sur 20 ans, par exemple. C'est un exemple. Et puis voilà. Non. Tu décomposes ton bien. C'est-à-dire que tu vas dire, attends, combien vaut le terrain? Combien vaut le gros œuvre? Combien vaut la façade? Combien valent les IGT, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, l'eau, les réseaux de plomberie? Et combien valent les agencements? Les portes, le sol, machin, etc. Ok? Ok. T'es d'accord que quand tu passes chez le notaire, t'as pas le détail, hein? Bah non, ça me parle pas. Je me dis, oh là, j'ai pas le, moi j'ai, T'as juste 100 000. c'est ça. Tes frais d'acquisition, tes frais de notaire. Ok, bon, bah nous, on va prendre tout ça et on va décomposer. Donc déjà, tu as un premier sujet qui est la décomposition. Et comme chaque élément ne s'amortit pas à la même vitesse, selon que je mets plus à un endroit et moins à un autre, ou plus à un D'accord. endroit et moins à un autre, bah, je vais jouer sur mes bases d'amortissement. Et donc, Alors, qui décompose? alors, normalement, c'est quand on va faire la comptabilité qu'on va décomposer. C'est l'expert comptable. Mais c'est C'est vous, l'expert sous votre comptable. propre responsabilité, en signant le bilan, qui décomposez. Ok. Eh oui, quand C'est vous signez le intéressant. bilan, vous validez ce qui a été fait. Ouais, c'est intéressant ça. Et donc, il y a des durées, on a des critères d'usage en fait qui sont validés plus ou moins par l'administration. Mais en résumé, on va dire que le gros œuvre sur un logement, c'est 40 à 50% de la valeur. Alors attends, on va remonter avant. La première chose, c'est décomposer le terrain par rapport au bâtiment. Et là, c'est souvent une galère parce que c'est combien vaut le terrain par rapport au bâtiment. Il y a du terrain tout le temps, hein, même quand j'achète un appart, l'appartement en il est copro, voilà. vide, hein. Ouais, donc ça c'est Il y a pareil. toujours un terrain. Et il y a des endroits où les terrains valent plus cher que d'autres. On est d'accord. Bah oui. Imagine décomposer la valorisation du terrain en région à Paris. Bah oui. Comment on trouve le comparable? Bah Il n'y a pas de ouais. terrain au centre de Paris à vendre. C'est clair. Donc, tu as un vrai sujet. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Bah Et oui. en fait, quand on regarde un bien aujourd'hui, si je dois construire un bien à Paris ou en dehors de Paris, à Clermont-Ferrand, Par exemple, ouais. par exemple, le coût de la construction, il va y avoir des variations hein, selon le coût de la vie dans certains coins. Mais on est d'accord que ça va pas aller du simple au double. Donc un immeuble que tu payes 100 000 euros en province et un immeuble que tu payes 100 000 euros en région parisienne, on est d'accord qu'intrinsèquement le prix du terrain est normalement plus gros chez eux. C'est ça. Et donc le sujet qu'on a souvent maintenant, c'est combien vaut le terrain par rapport à l'ensemble du bien. Généralement, avant on disait que c'était 10% de la valeur du bien. Oui, c'est ce que j'avais comme référence, moi. De plus en plus aujourd'hui, on est en train de se dire que c'est 15-20% parce que les terrains, il y en a de moins en moins quand même. Ah ouais. Donc, tu vois déjà rien que ça. Or, le terrain n'est jamais amortissable. Donc, tu produis pas d'effet à la baisse sur ton résultat. Parce que plus j'amortis, plus j'écrase mon résultat.
On Bien va sûr. voir si c'est une bonne idée aussi maintenant. Donc, j'ai amorti, c'est super, youpi, fantastique. Ok. Mon terrain, je l'amortis pas. Ensuite, mon gros œuvre, on va dire que c'est généralement, ça vaut 40 à 50% de la valeur du bâti. Bon, ensuite, sur la façade, ça va être entre 50 et l'étanchéité entre 50 et 20%. Les IGT, donc eau, électricité, là, c'est souvent 20-30%. Et reste les agencements, là, 20-25% de la valeur du bien. Le Ok. tout devant faire 100%, on est d'accord. Hein. 100%, bien sûr. C'est sur 50%. Si tu fais 50, là, voilà, c'est bizarre. Donc ça, c'est les composants. Ok. Et chaque composant est amortissable sur une durée. Ouais. Donc, plus je monte le gros œuvre, plus je vais mettre dans les règles d'amortissement du gros œuvre, enfin, Mhm. plus je vais mettre les règles d'amortissement sur une partie importante de mon bâtiment. D'accord? Ok. Et il y a des choses qui s'amortissent plus ou moins vite que d'autres. Donc, en jouant sur les composants, même pas sur la durée, je peux forcer un amortissement à la hausse ou à la baisse. Hmm. Mais ça, je savais pas du tout. Parce que moi, je pensais, et peut-être que c'est aussi par rapport à tout ce qui est comptabilité et aux experts comptables, c'est peut-être plus simple pour eux. Tu avais le bâti 10% et le reste, en fait, tu amortissais sur 20 ans, quoi. Déjà, tu as J'avais une ça. Non, non, ça, t'as pas le droit de le faire. Donc, tu as tes composants. D'accord? Hmm. Une fois que j'ai mes composants, à l'intérieur, j'ai des durées. On va dire que sur le gros œuvre, c'est généralement 50 ans. Ok. Ensuite, sur la façade, l'étanchéité, entre 20 et 50. Les IGT, entre 15 et 30. Et les agencements, entre 5 et 15 ans. Donc, Ok. plus je vais charger les agencements, si je me mets à 25% d'agencement, après, quand je vais faire des travaux sur le bien, ça va augmenter le prix de revient du bien. Et les travaux, Ok. il va falloir aussi les amortir. Mais là, c'est facile, on est capable de les flécher, puisqu'on sait ce qu'on Ouais, a acheté comme travaux. bien sûr. Et donc là, t'as pas de capacité, t'as payé 20 000 pour faire l'étanchéité, ben, il y a 20 000 dans la catégorie étanchéité. Par contre, quand tu as commencé à définir des durées, des pourcentages et des durées, tu es censé avoir une permanence de tes méthodes comptables. Donc, t'es pas censé le faire au doigt mouillé. Alors, les composants, on peut les jouer parce que selon que tu achètes un bien qui est dans un état lamentable ou un bien neuf, tu vois, tu vas pas pouvoir, tu peux mettre des composants différents, tu vois. Ouais. Si ton bien, il est dans un état, il y a plus que le gros œuvre, la toiture et les huisseries, tu vas pas mettre des injonctions, quoi, tu vois, ou tu vas mettre 3 francs 6 sous, quoi. Ouais. Euh, par contre, sur les pourcentages, C'est. alors tu peux peut-être jouer dans certains coins. Si tu achètes en bord de mer, ta façade et ton étanchéité, elle va morfler plus vite que Mhm. si tu achètes en pleine, tu vois. Ouais, donc c'est assez complexe l'amortissement qui, moi, Même je s'il y a un pensais que boulot, c'était hein. beaucoup plus simple que ça. Et là, tu vois, j'en apprends. Ça veut dire que, du coup, par rapport à ça, on dit pour le LMNP, etc., qu'on est exonéré au bout de 30 ans, non, c'est pas ça? Ouais, D'impôt? alors C'est ça, on ça? va y venir, les effets de l'amortissement, mais ça, c'est une autre Ouais, cochonnerie, bah ouais. ouais, parce que du coup, ça veut dire que mon bien immobilier, en fait, il n'est pas totalement amorti au bout de 30 ans, si au Non, final. normalement, tu auras toujours ton terrain et tu auras un bout de gros œuvre. Ouais. Tu n'auras pas de valeur à zéro. Intéressant. Puis Ouais. même, considérer qu'au bout de 20 ans, tu n'as fait aucun travaux, c'est une blague. Bah oui, Donc, en fait, bien sûr. en pratique, effectivement, ton bien va se dégrader d'année en année, d'accord, pour Mm. avoir ce qu'on appelle la valeur nette comptable, qui sert au calcul de la plus-value. Et là, c'est un des changements majeurs c'est un des changements LMNP. Ah bah allons-y hein, directement, hein, sur ce T'as calcul-là. vu Hein. comme c'est bien enchaîné. Ah ouais, ah, vas-y. Hein. Donc, en fait, en pratique, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que de manière assez simple, quand je vais faire du LMNP, pendant très longtemps, l'amortissement n'avait pas de conséquences. J'ai mis de côté Mm. la question des frais d'acquisition. Hein, d'accord. Les frais Oui, d'acquisition, soit tu les intègres au prix et tu les amortis, soit tu les passes en charge l'année où tu les as payés. OK? Et là, ok. pareil, une fois que tu as pris l'option, tu la répètes. Imaginons en LMNP, pendant des années, j'avais l'amortissement qui réduisait le résultat. Et au moment de la plus-value, on me disait, bon, calcul des plus-values, plus-value des particuliers, c'est le prix d'acquisition,
diminuer euh, des charges, d'accord, enfin diminuer pardon du prix de revient, d'accord, savoir est-ce que les travaux ont été passés en charge, ce qui était passé en charge quand on les liait, mais on se disait et donc on te disait bah calcul de la plus-value, on tient pas compte de l'amortissement, d'accord. Donc on arrivait dans une situation où j'avais gagné sur l'imposition du résultat chaque année, j'avais écrasé du résultat, mais ma plus-value c'était une plus-value économique. Combien je vends bien, combien je l'ai acheté. Et donc là, tu avais un vrai gain, mais qui était totalement incohérent fiscalement pour nous. D'accord? Pour les praticiens et pour les juristes, c'était lié à un trou dans le texte. Parce qu'en pratique, normalement, quand un truc a été déduit, comme en matière de revenus fonciers, par exemple, si je passe des travaux en charge dans les revenus fonciers, au moment de la plus-value, je peux pas les Ouais. déduire de ma plus-value. D'accord? Donc, et c'était cohérent. Tu as gagné à un moment donné, tu vas pas gagner. Et là, tu gagnais des deux Enfin, côtés. Donc, ils sont venus dire, les gars, vous êtes sympas, on va arrêter, vous gagnez plus des deux côtés, vous ne gagnez plus que d'un côté, c'est-à-dire amortissement ou plus-value. au plus-value. D'accord? Et pour mémoire, les plus-values des particuliers, c'est quand même quelque chose qui met beaucoup de temps à être effacé. Pour mémoire, il y a 2 taux dans les plus-values et souvent on a 2 taux, on a 2 prélèvements en fiscalité. On a toujours l'impôt sur le revenu et à côté on a le petit frère ou la petite sœur, Ouais. c'est prélèvements sociaux ou cotisations sociales. Tu as souvent les 2 jambes. D'accord? Donc plus-value des particuliers, 19. Ça correspond à la partie impôt sur le revenu. C'est un taux forfaitaire, peu importe que j'ai 0 de revenu. D'accord? Ok. 19 de plus-value, 19%. Et à côté, j'ai les prélèvements sociaux à 17,2 qui n'ont pas évolué. Ok. Donc, ça veut dire que ton taux réel de plus-value des particuliers est à 36,2% de ta plus-value réalisée. Avant, c'était sur la plus-value économique. J'ai acheté le bien 100, je le revends 200, bah, ma base de plus-value, c'est 100 000 euros. Maintenant, ça donne quoi? J'ai 100 000 euros pardon, je vends 200 000, j'ai acheté 100 000, j'ai amorti 50 000. J'ai une plus-value économique de 100 000, une plus-value comptable de 50. Je paye la plus-value sur 150. C'est Et je vache. mets du 36,2. Du coup, ça veut dire, soyons précis, 36,2. Après, il y a des mesures de faveur. C'est-à-dire que tu vas avoir alors il y a des majorations, travaux, etc. Il y a des petites choses. Mais la réalité, c'est que à 0 année, entre 0 et 5, c'est 36,2. Entre 5 et 10 ans, ça commence à baisser. On dégrade D'accord. un petit peu, il y a des abattements sur la fiscalité. D'accord? Plus tu Ok. détiens, moins tu payes de plus-value. Entre 5 et 10 ans, à 10 ans, tu es à 30% environ de fiscalité. À 10 ans. Ok. 10 ans. On revient, la durée moyenne de détention en France d'un bien immobilier de rapport, c'est 8 ans. C'est 8 ans, ouais, c'est ça. On continue. À 20 ans, tu es encore à 20% de taxation. Et à 30 ans, là, par contre, tu es exonéré. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'écraser de la plus-value, c'est très très dur. Ok? Maintenant, faisons un comparatif. Ton amortissement te permet de réduire ton impôt sur le revenu et de tes prélèvements sociaux. On est Ok, d'accord? donc là, en LMNP, c'est ça? En LMNP, ton Ok. amortissement, mais dans les deux. Ton Ou en LMP, amortissement oui, mais te permet de réduire ton résultat. D'accord. Regardons l'avantage qu'il procure. Si je suis imposable dans la tranche à 0%, même avec un bénéfice, alors c'est très faible, ou si je ouais. suis imposable dans la tranche à 11%, d'accord, qui va jusqu'à 24 000 euros par tête, 28 000 euros par tête au niveau d'un foyer fiscal, si j'écrase de la plus-value du résultat qui aurait été taxé entre 11 à 11%, d'accord, Mhm. plus des prélèvements sociaux à 17,2, j'ai effacé une fiscalité à 28,2%. Ouais. Pour pouvoir payer de la fiscalité à 36,2 ou à Oh là là. 30% si je vends dans les 10 premières années. C'est là où tu as le piège. En fait, souvent, en LMNP, pendant des années, on amortissait fort. Et le problème, c'est que là, on est en train de se retrouver avec un stock d'immeubles qui sont ultra amortis. C'est ça, en fait. C'est que, en plus, ce changement-là, il est rétroactif, c'est ça? Alors, il n'est pas rétroactif. Il s'applique aux ventes à partir de. Oui, voilà. Donc, j'ai acheté en 2016, en fait, et je le vends là, ben, en fait, Il n'y a je vais pas de être, rétroactivité. oui. T'as pas vendu il y a 3 ans.
Oui, c'est vrai. Bah oui. C'est juste qu'on tient compte de ce que tu as fait les années d'avant. C'est tout. Ouais, ouais. Et donc, ton amortissement, tu vas te faire punir à cause de ça. Enfin, tu vas te faire punir. Tu vas avoir un retour là-dessus sur... Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, générer du déficit à grand coup d'amortissement à LMNP, si t'es pas imposable et que tu Ça vaut pas risques le de coup. vendre dans les 10 ans, ça sert peut-être à rien d'amortir comme un sourd. Parce qui était la règle avant, entre guillemets, n'est Ah plus, oui, n'est parce que plus, n'est mais plus vrai c'était logique aujourd'hui. avant, mais aujourd'hui ça l'est plus. Donc ça c'est un truc, c'est que voilà, ce que tu gagnes à un moment donné, on va te le reprendre à un moment. C'est acté, d'accord? Ouais. Donc le LMNP, tu peux avoir un résultat positif ou négatif, et donc voilà, ça c'est la fiscalité du LMNP, d'accord? D'accord. Les Ok. plus-values en LMP, le calcul est exactement le même, de base d'imposition, que celui du Ouais. LMNP. Maintenant, tu as une... Et LMP égale entreprise aussi, c'est le même ou pas? Là, c'est des entreprises, dans Ouais. les deux cas. La différence, c'est que le LMNP, c'est un BIC non professionnel, le LMNP, et le Oui. LMP est un BIC professionnel. Donc, les règles changent. Et quand D'accord. c'est non professionnel, tu as des prélèvements sociaux, en résumé. Et Mhm. quand c'est professionnel, tu as des cotisations sociales. Donc, en LMP, ce qui va se passer, c'est qu'en LMP, tu vas te retrouver avec une plus-value qui va Mhm. être calculé comme en matière de LMNP, la différence entre ton prix de vente et ta valeur nette comptable, c'est-à-dire après la prise en compte de l'amortissement. Donc Mhm. là-dessus, stricte identité. Et ensuite, on va se poser la question de la plus-value. Comment est-elle imposée? Ok. Là, nous, on distingue deux choses, les plus-values court terme et les plus-values long terme. On va résumer ça très simplement. Plus-value économique, plus-value comptable. Je pense que tout le monde a compris. Plus-value économique, c'est le gain que j'ai fait par rapport à l'acquisition. La plus-value comptable, c'est la plus-value au regard de mon bilan. OK? Très succinctement, la plus-value court terme, d'accord? C'est-à-dire celle qui correspond à aux amortissements, en fait, elle est imposée comme un résultat standard. Impôt, cotisation sociale. Ok. OK? Barème Ok. progressif et cotisation sociale. Donc, plus Ok. j'ai amorti, plus cette base-là, elle va augmenter. Maintenant, partant sur la plus-value économique. La plus-value économique, elle est taxée à 30%. Elle est D'accord? taxée à 30%. Ok. OK? Si tu as détenu le bien au moins depuis 2 ans. D'accord? On va considérer qu'un immeuble, tu le gardes 2 ans généralement au moins. De 2 ans à 30 ans, Ouais. c'est 30%. Ok. Sauf, dans un cas en LMP, c'est l'exonération en fonction des recettes. Si ton Mhm. chiffre d'affaires en LMP est inférieur à 90 000 euros par an, Mhm. la plus-value, Zéro, c'est-à-dire. bah, pas d'impôt, Il n'y a pas d'impôt si tu fais 90. sauf sur la plus-value court terme et pour les cotisations. Donc, vaut mieux être en LMP, alors, du coup, ça veut dire? Voilà, voilà. Ce qui veut dire, le LMP, il peut être intéressant quand tu as des grosses plus-values économiques. Ça veut dire quoi? Quand tu as acheté ton bien peu cher, ou tu as fait des travaux qui ont fortement augmenté la plus-value, la valeur du bien, Mhm. sans avoir trop impacté ton prix de revient. Les plus-values, le LMP, il est intéressant notamment pour les gens qui font beaucoup de choses eux-mêmes. Ok. Ah, tu vois, et j'avais une question sur est-ce que je peux repasser en LMNP pour revendre? Mais en fait, Alors, ça, on va y venir, ça, c'est une mais en bombe. fait, mais tu vois, en fait, pour certaines personnes, ça vaut pas du tout le coup, quoi. Non, c'est encore une fois, tout se regarde comme à chaque fois. Mais le problème, c'est pas Ouais, ça. Le problème, c'est est-ce que je peux repasser en LMP tranquillement ou en c'est ça. LMNP? Parce que tu m'as posé une question, effectivement, est-ce qu'on peut sortir un bien du LMP avant de le revendre? Ouais, c'est ça. Et ça fait mal. Ah, ça fait mal de Oui, vivre ça en c'est soi. puni, ça. C'est puni par la loi. Non, en fait, en fait, il faut savoir qu'un LMP, c'est une entreprise. Donc, les biens ont été affectés à l'entreprise. OK? Ok. Si je ressors un bien pour le mettre dans mon patrimoine personnel, plus dans mon patrimoine professionnel, je veux habiter dans le bien, je le donne ou je meurs, j'ai ce qu'on appelle une reprise du bien dans le patrimoine personnel. Ok. C'est les mêmes conséquences qu'une vente.
Ah, donc du coup, tes héritiers. T'as la plus... Si t'es pas dans les exonérations de plus-value, tu as la plus-value, long terme, court terme, et tu as les cotisations sociales. Et quoi qu'il arrive, tu boufferas les cotisations sociales. C'est pareil pour le LMP. Quoi qu'il arrive, tu as toujours les cotisations sociales. Les exonérations de plus-value dont je vais parler que, ne concernent pas les cotisations sociales. Elles ne sont jamais exonérées. Donc, donc là, en fait, pour la partie LMNP, LMP, tu peux jamais revenir au final en LMNP quand tu es passé en LMP, c'est ça? Bon, tu peux, mais normalement, ça veut dire qu'il y a une reprise dans le patrimoine individuel, en fait. Et c'est juste que personne déclenche les conséquences. Et même si ton chiffre d'affaires, etc., tu remplis plus les conditions du LMP, au final, Là, tu es quand même LMP? là, c'est un vrai sujet. Si tu y repasses. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est plutôt de, de se dire quels sont ses effets, ce passage. Ouais, Et ça, c'est c'est un ça. sujet qui revient assez peu. Et là aussi, t'as peu de jurisprudence. Moi, j'ai tendance à considérer que tu Hmm. sors les biens d'une réglementation fiscale, donc tu serais censé en tirer toutes les conséquences. Ouais. Là-dessus, après, c'est peu appliqué, hein. Mais voilà. Là-dessus, c'est pour ça, le NMP peut être un bon régime, mais il faut savoir pourquoi on y va, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Il y a tellement de points sur le Le LMNP, point le LMNP. positif, alors finir sur les résultats et les amortissements, ça, si tu provoques du déficit, faut savoir une chose, que le déficit en LMNP, il est reportable en LMNP, il est reportable sur les 10 années qui suivent de LMNP. Par contre, si tu es en déficit en LMP, ça vient écraser ton résultat global, tes revenus globaux. Ok, Donc, tu as ok, un effet sur ton impôt sur le revenu global. ok. Pouf. Compliqué. Donc, Et en gros, tu as un moi, déficit en LMP, ça annule de l'impôt sur les autres revenus. ah, alors, tu as du déficit en LMP. En fait, tu gagnes, imaginons que par peu, je sais pas pourquoi, mais on va dire que t'as 50 000 de revenus d'activité. Ok, Tu es en LMP, d'accord? Et tu fais un déficit de moins 20 000, d'accord? ouais. Le Parce que tu as fait déficit, d'énormes travaux ou un truc comme ça? parce qu'il y a beaucoup d'amortissements, parce que tu Ouais, as un bien qui a pas été loué, enfin, peu importe la d'accord. raison. Ok. Tu vas te retrouver dans une situation où tu as 50 000 de revenus global qui sont normalement imposés à l'impôt sur le revenu, d'accord? Mhm. Dans la catégorie Ouais. dans les salaires. Sauf que ton impôt sur le revenu, c'est la somme de tes revenus, Hmm. de tes sources de revenus. Et donc, on va mettre en face des moins 50 les moins 20 000. Donc, tu vas payer de Ah, l'impôt sur 30 000, pas sur 50. Ton déficit, ok. il vient écraser ton revenu global. Donc pour des gros revenus, ça peut être intéressant, non? Ouais, encore une fois, c'est un effet de seuil, hein, c'est un effet de bord. C'est un effet de Ouais. bord. Euh, tout ce que tu économises à un moment donné, tu le prendras à un autre moment. Ouais, c'est clair. De toute façon, voilà, c'est ça, hein, c'est- comme tu as dit, hein, ce qu'on économise d'un côté, on va le redonner de l'autre. Tu Donc peux du coup, trouver c'est des juste. failles, tu peux trouver des sources, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, chaque fois que tu vas prendre une décision, ça entraîne des conséquences. Et le problème, savoir 10 ans avant si le pari est bon, c'est compliqué, tu vois. Et voilà, on va s'arrêter ici pour la première partie. L'idée n'était pas de tout dire, mais de poser des bases claires. Comprendre où sont les vrais seuils, comprendre ce qui est réellement risqué, et surtout arrêter de décider dans la panique. La semaine prochaine, on publiera la partie 2 de cet échange. On parlera de société, d'amortissement et des conséquences à moyen et long terme des décisions prises aujourd'hui. Et si tu es abonné à l'espace privé, la partie 2 est déjà disponible, mais surtout tu as accès à l'épisode bonus, un vrai pilier, notamment une masterclass dédiée à la rémunération du dirigeant, à la taxe d'habitation, à la CFE, des sujets qui coûtent cher et quand on les découvre trop tard, bah ça pique. Alors on se retrouve très vite pour la suite.